Nous sommes avec Johan Girard, qui est le responsable national personnes âgées et domicile de la Croix-Rouge. Bonjour Johan. Bonjour, cher Frédéric, meilleurs vœux pour cette nouvelle année que je nous souhaite à tous plus sereine. Bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours et puis aussi présenter ton rôle à la Croix-Rouge? Bien sûr, donc j'ai intégré la Croix-Rouge française en janvier 2019, de formation initiale pédicure-podologue, ce qui a un lien, on va dire, dans le cure. J'ai eu un parcours de directeur d'EHPAD dans une association pendant 9 ans, pour laquelle j'ai progressé pour finir directeur de la stratégie des organisations. Et puis, donc plus récemment, à la Croix-Rouge française, en charge donc de la délégation nationale personnes âgées et domicile, qui représente 35 EHPAD, 31 services de soins infirmiers à domicile, 7 résidences autonomie. Et puis, depuis peu, nous avons transféré les SAD dans une association commune avec qui s'appelle Amicial, avec la Fondation OBE, où nous avons implémenté l'intégralité des SAD en gouvernance commune. Ma fonction, elle est triple. Il y a une première fonction d'action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et l'actualité est importante en ce moment, notamment dans le projet de loi Grand Âge d'autonomie que nous attendons tous avec impatience, mais également l'accompagnement du réseau, donc de l'ensemble des directeurs d'établissement à la mise en œuvre de ces politiques publiques, l'animation du réseau, l'accompagnement métier, le support, que ça soit du CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mais aussi la démarche d'innovation en lien avec notre accélérateur d'innovation sociale notamment. D'accord. Alors, justement, on peut peut-être commencer par l'accélérateur. De quoi il s'agit, ça qui et quels sont les objectifs? Bien sûr. Alors, cet accélérateur l'accélérateur 21, a été inauguré en mai 2019. Il est situé au campus de la Croix-Rouge, à Montrouge. C'est un plateau de 1000 mètres carrés avec un certain nombre d'acteurs au cœur de l'écosystème Croix-Rouge, qui est en interaction avec l'ensemble de l'offre de services de la Croix-Rouge, puisque vous le savez, la Croix-Rouge ne s'occupe pas que des personnes âgées, c'est l'urgence, c'est le secourisme, c'est les personnes en situation de handicap, le sanitaire, etc. Et cet accélérateur a des places déjà d'accueil de start-up, de personnes qui veulent rentrer dans une forme de coworking pour être confrontées, frottées à l'écosystème Croix-Rouge en fonction du développement de leurs produits. Et cet accélérateur aussi lance des campagnes, des saisons avec de l'accompagnement humain et parfois financier, en démarche intrapreneuriale pour les salariés et les bénévoles de la Croix-Rouge française qui ont une idée, qui ont, grâce à leur expérience professionnelle, humaine, etc., ont envie de porter une innovation. Et dans ces cas-là, il y a tout un processus qui se met en place avec un jury de sélection et sont accompagnés donc dans un processus complet, notamment de la partie modèle économique jusqu'au développement du produit et le test dans l'offre de services Croix-Rouge. Et puis, démarche entrepreneuriale, donc avec des structures extérieures qui sont également accompagnées du même ordre, avec des référents métiers, dont je fais partie d'ailleurs sur la partie référents métiers pour les personnes âgées. Et donc, j'ai déjà accompagné quelques structures que je pourrais vous faire part justement dans la manière dont on peut mener à bien un certain nombre de projets, tant qu'ils font sens et qu'ils ont de l'impact social. Quels sont les projets qui sont les plus susceptibles d'être acceptés dans l'accélérateur? En tout cas, si ça concerne la filière, on va dire, personnes âgées, c'est évidemment tout ce qui va très directement à l'amélioration de la qualité de vie des personnes, mais ça peut toucher aussi les professionnels qui les accompagnent, en termes d'impact QVT notamment, en termes d'organisation, c'est tout ce qui va œuvrer autour et pour la personne que l'on accueille dans notre réseau. Alors, je peux vous citer l'exemple récent d'Arbitrium, qui est une petite start-up qui avait candidaté et qu'on a retenu et que j'accompagne, dont la vocation première est de mesurer la qualité ressentie des personnes accueillies en EHPAD, non pas sur est-ce qu'ils mangent bien, est-ce qu'ils sont bien soignés, mais sur une dimension beaucoup plus humaine, sciences humaines, sur les libertés, les droits, la façon dont leur parole est entendue, et notamment croisée grâce à une intelligence artificielle, parce que la perception des familles n'est pas la même que celle des salariés, que celle des résidents. Cet algorithme permet après de recentrer l'information sur la personne accompagnée et de proposer un plan d'action au directeur d'établissement pour améliorer le service rendu aux personnes sur les enjeux, effectivement, de dimension humaine. D'accord. Donc là, c'est un exemple. D'accord. Quand j'ai une entreprise comme ça, une startup comme ça, forcément, la Croix-Rouge va prendre une part à mon capital.
Ça va être un co-développement ou... Non, non, pas du tout. C'est pas forcément ce modèle-là. C'est que, en fonction du projet, on va surtout envisager si on est convaincu. Mais après, il y a un processus de sélection, on va dire, de sortie d'accompagnement, de savoir si, bah, du coup, la façon dont on a accéléré la start-up, et on espère en tout cas que ça fasse sens pour l'offre de service même Croix-Rouge française. Et dans ces cas-là, effectivement, des négociations s'installent au regard de comment la Croix-Rouge s'est engagée aux côtés de cette start-up. Et puis après, bien évidemment, la start-up peut aussi s'envoler vers une proposition de valeur et de service pour d'autres opérateurs et d'autres acteurs du secteur, évidemment. Dans l'accélérateur, bon, tu as le conseil que vous pouvez apporter. J'imagine qu'il y a la mise en relation avec des clients potentiels, des partenaires potentiels. Alors oui, on fait de la mise en réseau. Alors tout dépend effectivement là où on en est dans l'accélération. Quand on est d'abord dans la confrontation, est-ce que l'outil correspond aux besoins? Donc on fait de l'innovation par l'usage. C'est d'où l'intérêt aussi, j'ai envie de dire, d'avoir une démarche d'accélération et en même temps être opérateur exploitant de structures. Donc on fait des tests, ils vont en immersion à la rencontre des personnes, etc. Et puis en fonction de cette maturité, pour Arbitrium, oui, c'est m'est arrivé de mettre en réseau. Ça a été le cas durant la crise Covid, puisque Arbitrium, je l'ai mis en relation avec un certain nombre d'acteurs, dont le Cercle Vulnérabilité Société, porté par mon ami Édouard de Henzel, Tanguy Châtel et Thierry Calva, où on a développé une plateforme, on a détourné un peu l'outil, une plateforme de questions-réponses autour des enjeux organisationnels et des enjeux humains durant la crise Covid pour, on va dire, gagner du temps dans le partage des bonnes pratiques sur la première vague. Et ça a permis à Arbitrium d'être confronté à plein d'acteurs, plein d'opérateurs pour aussi se présenter, être connu, exposer. À quel moment de l'année ou du temps on peut postuler à votre accélérateur? Est-ce que c'est par appel d'offres ou est-ce que si j'ai un dossier, si quelqu'un nous écoute, il se connecte sur LinkedIn, il te contacte et il t'envoie son dossier? Comment ça fonctionne? Alors, c'est vrai que l'accélérateur 21 est très actif sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, etc. Et lorsqu'il y a les publications des saisons, parce qu'il y a des saisons qui sont prévues, hein, il publie et il y a toute une périodicité pour pouvoir candidater si le processus est de rentrer effectivement par l'accélérateur 21 en termes d'accompagnement en fonction du niveau de maturité de la structure. Après, donc ça c'est la partie, on va dire, jeune structure qui a envie de développer un produit, qui a une idée, qui a déjà bien avancé, qui a envie effectivement de pouvoir affiner son projet et d'être accéléré. Après, il peut y avoir des entreprises un peu plus matures qui ont envie peut-être aussi de voir comment leurs produits pourraient être confrontés à l'écosystème Croix-Rouge et si ça fait sens avec le modèle Croix-Rouge et sa raison d'être. Là, effectivement, on n'est pas obligé de passer par l'accélérateur 21 en tant que tel. C'est plutôt le référent métier, hein, donc les délégués nationaux, ce que nous représentons. Donc moi, pour la partie filière personnes âgées. Et donc là, des prises en contact en direct pour voir l'évaluation du produit. C'est le cas, par exemple, d'une structure qu'on accompagne ils étaient déjà bien avancés dans leurs produits en test, ça s'appelle Ozo. C'est l'entreprise Ozo avec le dispositif Harry, qui est un dispositif d'intelligence artificielle par les sons, qui capte les sons pour mieux cibler les interventions nocturnes en EHPAD notamment. Les chutes ou même parfois des pathologies type respiratoire comme le Covid ou autre, pour mieux cibler les interventions d'urgence. Comme vous le savez, malheureusement, en EHPAD, les ratios d'encadrement sont assez tendus. Il n'y a que 2 salariés la nuit. Et donc, ça permet de beaucoup mieux cibler et en même temps préserver l'intimité des personnes pour éviter des rondes mécaniques qui sont très intrusives dans le sommeil des personnes accueillies. Voilà, donc eux, on les a accompagnés sur 2 tests à large échelle sur 2 EHPAD en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, nous sommes en train de réfléchir sur comment on peut élargir et mieux implémenter le dispositif éventuellement dans notre réseau. D'accord. Si on prend un peu de recul, avec ton expérience sur les personnes âgées, quels sont les axes de besoin dans les prochaines années que vous allez avoir? Est-ce que ça, c'est déjà... Est-ce que tu peux j'imagine que tu as un petit peu réfléchi sur ce sujet. Alors, je vais dire un premier et unique, qui est un sujet qui est majeur. C'est en lien avec la transformation de l'offre de services qui est en train de s'opérer. Vous savez qu'on teste un dispositif qui s'appelle actuellement EHPAD ADOM, mais qui va changer de nom très prochainement, c'est-à-dire
dit EHPAD hors les murs, mais finalement de optimisation de coordination entre l'EHPAD, le SIAD, le SAD pour renforcer l'accompagnement à domicile, à la question de l'interopérabilité des logiciels métiers. C'est-à-dire qu'à ce jour, les logiciels métiers sont très segmentés. Soit vous êtes en EHPAD, soit vous êtes en SIAD, soit vous êtes en SAD, ne se parlent pas entre eux. Il y a besoin de gagner en fluidité de l'outil qui va gérer la donnée des personnes accompagnées au service des personnes accompagnées et non pas en conservation de précaré, de non-interopérabilité. Et ça, c'est un problème majeur de notre secteur. Donc vraiment, si j'ai un message à passer, le marché de demain, il est là, à mes yeux en tout cas, par rapport à l'usage que nous, opérateurs, on a pour faciliter la qualité de l'accompagnement du parcours des personnes accueillies et accompagnées, mais aussi la qualité de vie de nos professionnels qui en ont marre de faire 3 ou 4 saisies de la même chose dans des outils différents. Alors justement, sur cet axe, comment est-ce que vous allez faire pour repérer les solutions possibles? C'est en fait, il y a de la veille, ou alors vous allez attendre, vous allez entre guillemets lancer un appel d'offres ou attendre que l'on vous contacte au fur et à mesure des rencontres? Non, il y a de la veille évidemment assez active. Les opérateurs, enfin les éditeurs avec qui on travaille déjà, nous les invitons à accélérer leur réflexion. Voilà, donc il y a aussi bien de la veille que de la stimulation, je dirais. Voilà, maintenant, et en plus des actions de lobbying, pour rien vous cacher aussi, parce qu'à un moment donné, ça fait trop longtemps que ça dure, ces petites histoires-là, et qu'à un moment donné, même le rapport Libault s'est interrogé sur ne faudrait-il pas légiférer à un moment donné sur l'obligation de l'ouverture de ces logiciels et le partage de données, parce que c'est quand même très bloquant. Voilà, c'est un sujet qui est très bloquant. Oui, juste pour qu'on se rende compte de ce que ça donne, il y a une directrice d'un groupe d'EHPAD qui me disait qu'un salarié en EHPAD pouvait passer plusieurs heures par jour à faire de la saisie. Alors, ça dépend quel type de salarié. Si on est sur un infirmier coordonnateur ou un médecin coordonnateur ou un psychologue, la réponse est oui. Sur un professionnel aide-soignant, moins, puisqu'ils ont des temps de transmission écrite. Alors, parfois sur un ordinateur, parfois en solution de mobilité, en fonction des dispositifs mis en œuvre dans les structures. Ils ont des temps programmés de saisie, de prise d'information aussi. Bon, voilà, je pense que ça doit prendre 1 heure par jour, normalement, pas plus. Alors après, je pense qu'on pourrait gagner, bien sûr, en améliorant les modalités de soit de prise d'information, soit de saisie d'information. Est-ce qu'à un moment donné, la reconnaissance vocale ne pourrait pas être un accélérateur justement à la transmission, plutôt que des embouteillages les uns derrière les autres, derrière un ordinateur, avec parfois certains professionnels qui ont un peu plus de mal à l'usage aussi de l'écrit, etc. Donc, on pourrait peut-être gagner et en qualité de transmission, mais en fluidité et en temps aussi. Donc ça, je pense que c'est un véritable sujet. Un autre sujet aussi, c'est comment la gestion des données complexes, les data, l'intelligence artificielle, etc., pourraient être au service de l'amélioration aussi de nos organisations et voire même en gain de temps humain. Voilà comment certaines tâches, on va dire un peu plus de dirty work, qui sont effectuées par l'humain, pourraient être faites finalement par les nouvelles technologies pour gagner en temps humain qu'on ne va pas forcément avoir en financement public, donc il va falloir optimiser. Ce temps humain puisse être au service du management de proximité pour l'encadrement, par exemple, ou au service de la relation des personnes accueillies, des résidents, des personnes âgées ou des familles, voire même de la gestion de projet. À ce jour, c'est vrai que je pense qu'on peut aller encore plus loin. Souvent, certains ont peur de dire « mais on va me prendre mon métier, mon travail avec l'intelligence artificielle ». Non, je pense que l'IA ou d'autres dispositifs pourraient au contraire venir faire là où l'humain n'a aucune valeur ajoutée. D'accord. Durant ces dernières années sur la Silver Economy, on a eu pendant les 3, 4, 5 premières années une foule d'innovations chez Léa dans tous les sens. Avec le recul maintenant, quelle est ta vision de l'innovation qui apparaît sur la Silver Economy? Alors, je vais essayer de répondre et n'hésite pas à me dire si je réponds à côté. Je reposerai la question. Je pense justement, par rapport à cela, on a effectivement, notre ami Jean-Marie Vettel dirait, il y a tellement de e-bidules maintenant dans le secteur que c'est un problème. Je pense que l'enjeu, c'est comment, cette innovation parte de l'usage, premier élément, et deux, comment cette innovation intègre la dimension éthique.
Donc, je pense que par rapport à tout ce qui a été développé dans le cadre de la Silver Eco, parce que ne nous mentons pas, la Silver Eco a été une manne financière. Donc, tout le monde sait, enfin tout le monde, en tout cas une partie d'acteurs se sont empressés de développer des solutions, pas forcément toutes pas forcément toutes répondant à tous ces enjeux éthiques et pas forcément toutes pensées par la personne elle-même, le bénéficiaire, et plutôt dans une vision un peu top-down. C'est pas pour autant que certains n'ont pas trouvé un marché, mais je pense que le caractère durable de ces nouvelles technologies au service du grand âge se retrouveront lorsque la dimension éthique sera intégrée et que l'innovation partira de l'usage. Alors, peut-être donner des exemples de ce que tu appelles dimension éthique. Alors, la dimension éthique, alors je vais être un petit peu primaire là dans l'exemple que je vais donner, mais ça va être, c'est super, par exemple, de créer, pour éviter d'être trop sécuritaire, par exemple par la fermeture de portes, de codes, etc., de pouvoir mettre des dispositifs portés, non stigmatisants si possible, mais doit se poser quand même les questions éthiques de justement le caractère non stigmatisant d'une solution comme de montres, par exemple, et lorsqu'elles sont connectées en mode GPS, etc. Voilà, toutes les questions éthiques doivent être mises sur la table, les libertés individuelles, les droits, l'intrusion dans l'intimité des personnes. La question du dispositif que je vous ai parlé tout à l'heure, la nuit qui capte les sons pour mieux intervenir, il y a une vraie question éthique, ce caractère intrusif, parce que les sons, c'est pas que la chute la nuit, c'est aussi la vie intime, c'est un certain nombre de choses. Donc, toutes ces questions se doivent d'être posées. Et ce n'est pas le tout de développer une solution qu'on trouve avoir été la plus ingénieuse possible, etc. Il me paraît essentiel, effectivement, de pouvoir les traiter. D'ailleurs, c'est à ce titre, j'en profite de te le partager, Frédéric. Je suis très heureux d'intégrer la promotion d'un nouveau DU, diplôme universitaire qui vient de sortir, porté par Elsa Godard et le docteur Lefebvre Desnouettes, DU éthique et numérique. Qui vient de sortir, et donc j'ai intégré la première promo, donc j'espère acquérir des nouvelles connaissances justement pour bien maintenir toujours cette dimension dans la Silver Economy. Et tu vas être multi-diplômé si tu continues. Hein. Non, mais je pense qu'on a jamais trop d'apprendre. Enfin, moi, j'essaye d'avoir le moins de certitude possible, et je pense que le questionnement est essentiel tout au long de sa vie, donc il faut pouvoir se nourrir. En préparant, on a parlé du studio numérique. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce dont il s'agit? Tout à fait. Alors, merci effectivement de me solliciter sur cette question. On s'était vu durant la crise et on avait eu un entretien aussi. Je t'avais fait part des enjeux de la lutte contre l'isolement et la solitude par la numérique qu'on a opéré de manière accélérée avec la crise Covid et le confinement associé. Et du coup, ça a été l'occasion de réfléchir à comment on pourrait renforcer cette implémentation de transformation numérique qui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est nouveau, ça change les pratiques, c'est des nouveaux outils, enfin, etc., que ce soit de la réalité virtuelle, la musicothérapie ou d'autres encore outils tablettes de stimulation cognitive ou autres. Et du coup, on a fait le choix de créer un petit studio numérique au sein de l'accélérateur 21 aussi. Donc, c'est un espace dédié où on a disposé toutes les solutions qui ont été déployées dans la filière personnes âgées de la Croix-Rouge, mais aussi parce que ce studio a vocation d'être transfilière, notamment sur la partie sanitaire et la partie des personnes en situation de handicap. On a implémenté d'autres solutions comme une cabine de télémédecine, des outils de téléconsultation en hygiène bucco-dentaire qui est Identec. Bref, un certain nombre de solutions novatrices. Alors, faire savoir ce que l'on fait, le partager, développer des learning expeditions, enfin voilà, et de pouvoir aussi à tous ceux qui le souhaitent qu'on puisse proposer éventuellement des offres de services de découverte de ces démarches. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir construire des contenus de formation rapides, des types MOOC, du e-learning, au sein même de ce studio qu'on pourra diffuser dans le réseau pour accélérer l'implémentation de ces solutions dans la pratique professionnelle, que ça soit d'ailleurs chez les salariés ou les bénévoles de la Croix-Rouge notamment, qui viennent aussi parfois en renfort pour l'usage de ce numérique, et notamment dans un certain nombre de bénévoles, de jeunes bénévoles aussi qui arrivent et qui ont envie aussi de partager ces nouvelles solutions. Et puis après, il y a une vocation de ce studio qui est de pouvoir
s'ouvrir en mode lab. Donc, on a signé un partenariat notamment avec Silver Valley et peut-être d'autres demain pour travailler justement sur cette ouverture, le développement de nouvelles solutions par la confrontation par l'usage, en invitant des seniors à venir tester les solutions, etc. Donc, on essaye de ne pas faire un énième lab, parce que l'idée, c'est pas de les démultiplier, c'est plutôt de renforcer nos synergies entre différents acteurs de manière innovation ouverte, partenariale, au sein des territoires. Donc là, le territoire, pour le coup, il est au siège, mais après, il a vocation aussi à pouvoir s'essaimer de manière plus large. Et donc voilà, et ce studio a été inauguré le 10 septembre dernier. On a eu l'honneur de recevoir Olivier Véran et Brigitte Bourguignon pour cette inauguration et nous en sommes très heureux. Donc il est dans sa croissance progressive, même si évidemment que le télétravail et la crise Covid ralentit le présentiel, on maintient toute cette dynamique et là on construit tous les contenus pédagogiques. Le studio numérique sera aussi ouvert à des… Par exemple, si moi j'ai une entreprise sur la Silverico et je veux tester un produit ou avec des seniors, on peut faire appel à vous pour ce type de service? On pourra tout à fait nous solliciter pour ce type de démarche, tout à fait. D'accord. Un mot de conclusion à notre échange? Un mot de conclusion, j'ai envie de dire longue vie à la Silver Economy et puis j'espère surtout que dans le cadre de cette année 2021, la Silver Economy a apporté beaucoup, puisqu'on l'a vu, hein, tout ce numérique étant en réflexion a été accéléré parce qu'il a apporté un réel plus dans la qualité de vie des personnes accompagnées pour répondre à la situation de crise. Donc, je nous souhaite en tout cas de belles innovations à venir et de belles collaborations entre acteurs dans un esprit partenarial et co-constructif. Merci Johan Girard, je rappelle que tu es délégué national personnes âgées et domicile à la Croix-Rouge. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.